Bonjour à tous, je suis Nawal Laroussi, docteur de l'université Hassan II Casablanca, et je suis très heureuse d'être parmi vous pour ce 12e anniversaire de la chute observée de la météorite de Tamdart. Malheureusement, je n'ai pas pu être parmi vous, mais j'ai un petit décor derrière qui me permet de me mettre dans l'ambiance. Donc, ma présentation aujourd'hui portera sur la méthodologie d'étude des météorites du Maroc. Ce fut une partie de ma thèse qui était dirigée par le professeur Hassan Chennaoui Aoudjan. Alors, pour commencer, nous allons voir une petite introduction sur les météorites. Par la suite, donc, nous parlerons du protocole d'étude et de déclaration des chutes et trouvailles du Maroc. Et à la fin, donc, nous allons parler en exemple de la déclaration de la chute de Tandart. Alors, pour rappel, hein, très brièvement, qu'est-ce qu'un système solaire? Donc, un système solaire, par définition, c'est une étoile et des objets célestes qui gravitent tout autour. Ces objets-là peuvent être donc des planètes, des satellites, comme la Lune. Vous avez des astéroïdes, vous avez des comètes, de la poussière interstellaire, etc. Donc, pour notre cas, notre étoile, c'est bien évidemment le Soleil, et vous avez donc un certain nombre de planètes et de planétoïdes qui gravitent tout autour. Alors, si on peut un peu aborder donc la terminologie, nous avons donc tout ce qui est astéroïde donc ou météorite si vous voulez. Donc ces objets qui ne sont ni satellites ni planètes qui gravitent dans notre espace. Alors bolide, on parle de bolide quand on observe cette espèce de grosse boule lumineuse dans l'espace. Contrairement au météore qui est lui donc une traînée lumineuse qui nous donne la trajectoire de la météorite. Et quand elle ne tombe pas, bien évidemment, on parle uniquement de météore. Alors, on ne parle de météorite que quand l'objet céleste arrive à la surface, que ce soit de la Terre ou d'une autre surface. Ça peut être la Lune, ça peut être Mars, Jupiter ou un autre astéroïde. Donc on ne parle de météorite que lorsque cet objet extraterrestre arrive à la surface d'une planète ou d'un satellite. Alors, il faut savoir que l'étude des météorites est très importante. Moi, je dis que les météorites sont pour le système solaire, ce que les fossiles sont pour l'évolution de la vie sur Terre. C'est-à-dire que quand vous allez retrouver des fossiles, vous allez plus facilement essayer de retracer l'histoire donc de la Terre. C'est pareil pour les météorites. Vous avez toute une panoplie de météorites qui nous permet de nous renseigner sur l'évolution, la naissance du système solaire, qui peuvent aussi nous renseigner sur certaines extinctions comme l'extinction des dinosaures. Et il faut savoir aussi que c'est un échantillon, en fait, c'est quelque sorte un échantillon ou un échantillonnage de corps donc extraterrestres qui nous arrivent sur notre planète Terre. Alors, en gros, vous avez deux grandes classes des météorites. Vous avez les météorites qui sont non différenciées, donc qui proviennent de corps parents qui n'ont pas évolué. Et donc, on a la classe des chondrites. Donc, vous pouvez voir déjà ces petites sphérules qu'on verra tout à l'heure. Et vous avez la grande classe des météorites différenciées qui constituent les achondrites, les mixtes et les météorites de fer. Et ces météorites-là proviennent de corps qui ont évoluer un peu comme notre planète Terre. On va le voir dans un petit schéma. Donc ici, vous avez donc un petit schéma de la composition d'une météorite chondritique. Ça veut dire qu'est-ce que c'est que chondritique? Ça vient du mot chondre. Donc ces chondres, c'est ces petites sphérules de minéraux, chose qu'on ne retrouve pas sur la Terre. Ces sphérules-là peuvent être formées en olivine, pyroxène, donc en général des ferromagnésiens, sous différentes formes. Sans rentrer dans le détail, vous pouvez peut-être apprécier ça lors de l'atelier. Et vous avez donc ces météorites différenciées qui proviendraient d'un corps évolué qui ressemblerait à notre planète Terre. C'est-à-dire que pour les météorites de fer ou les météorites métalliques, donc elles proviennent du centre de la planète. Vous avez les mix, c'est un mix entre métal. Donc quand je parle de métal, c'est fer-nickel, vous allez aussi le voir lors des ateliers, plus des minéraux. Et donc cette partie-là proviendrait du manteau. Et vous avez des météorites, si vous voulez dire, dites rocheuses, comme on a les angrites, les diogénites, etc., qui proviendraient de la croûte donc de notre Terre ou la croûte d'une autre planète évoluée.
Alors, pour ce qui est du protocole d'étude, donc il faut savoir qu'il faut faire la distinction entre une chute et une trouvaille. Pourquoi je vous dis ça? Parce que pour étudier une chute, donc on voit le phénomène lumineux, alors que quand on étudie une trouvaille, en fait, c'est généralement un caillou qu'on a retrouvé sur le sol dont le phénomène lumineux est passé inaperçu et donc la méthodologie ne sera pas la même. Mais la finalité est la même. Donc, moi, je vais vous parler de l'étude des chutes et bien évidemment, vous allez comprendre que donc le protocole est le même. Sauf que le commencement n'est pas le même. Alors, quand il s'agit d'une chute, généralement, on entend parler que quelque part, à Ouarzazate ou autre, nous avons observé, vous avez des témoins qui ont observé un phénomène lumineux, un éclatement, ils ont vu quelque chose. Et donc, généralement, notre source d'information première, ce sont les témoins oculaires qui sont sur place. Vous avez les médias, vous avez ce qu'on appelle, entre guillemets, des chasseurs de météorites, hein, qui scrutent le désert et donc à la recherche de ce trésor. Et donc, une fois qu'on est supposé être sûr d'avoir donc une chute, nous nous rendons sur le terrain avec un questionnaire chute. Donc, ce questionnaire-là, c'est un peu comme ce qu'on a dans les questionnaires d'études marketing. Ça veut dire que nous avons parfois des questions qui se répètent pour pouvoir recroiser. Parce que vous savez que généralement, nous ne sommes pas très précis, nous sommes un peu subjectifs dans nos déclarations. Et donc, c'est tout à fait normal de recroiser plusieurs questions et plusieurs témoignages dans différents endroits géographiques pour pouvoir faire un recoupement et retrouver l'endroit de la chute. Donc, dans ces questionnaires, on peut trouver donc bien évidemment les coordonnées donc du témoin, qu'est-ce qu'il a observé, où est-ce qu'il a observé, où est-ce qu'il était lors de l'observation, quel temps faisait-il. Vous avez aussi donc des repères, c'est très important parce que je vous donne un exemple. Quand vous voyez quelque chose tomber juste sous vos yeux veut dire derrière l'immeuble, derrière un poteau électrique ou derrière une montagne. Je vous donne un exemple. Lors d'une recherche d'une météorite, certaines personnes ont vu juste au niveau de Azra le bolide éclater. Il s'est avéré que ce bolide, nous l'avons suivi, est tombé du côté de Ain Sfra, du côté de Boukra. Donc pour vous dire que cette traînée lumineuse peut parcourir facilement des centaines de kilomètres. Donc c'est très important de pouvoir se mettre des repères pour retrouver l'endroit supposé de la chute. Alors, vous avez aussi donc des informations par rapport à la lumière. La lumière blanche n'est pas la lumière jaune. Tout cela peut nous renseigner sur quoi? Donc, peut nous renseigner sur donc la phase. Est-ce que on est en phase finale de la chute ou en commencement de la chute? Vous avez aussi, est-ce que le témoin a entendu quelque chose? Est-ce qu'il a senti une secousse, etc. Tout cela aussi, pourquoi? Pour voir aussi s'il a juste observé le phénomène lumineux, ça veut dire que l'endroit de la chute est encore plus loin. Mais s'il a ressenti réellement une secousse, c'est que l'endroit de la chute se trouve peut-être donc à des centaines de mètres de notre témoin. Donc, est-ce qu'il a vu des morceaux? Est-ce qu'il en a collecté, etc. Et on peut aussi poser des questions par rapport aux animaux, puisqu'on s'intéresse à la science en général. Donc, on voudrait savoir est-ce que ils ont remarqué un comportement anormal des animaux, etc. Donc, une fois qu'on a collecté un maximum d'informations, et donc, on fait le recoupement pour pouvoir retrouver donc l'endroit approximatif de la chute. On va sur le terrain. Si on a de la chance, on retrouve l'échantillon. Et à ce moment-là, nous avons besoin d'une carte, hein, d'une carte topographique pour pouvoir reporter les coordonnées géographiques, d'une boussole ou d'un GPS et d'un appareil à photo. Alors, et on va voir tout cela plus tard pourquoi. Donc déjà une fois sur le terrain, donc on se rend, nous notons sur notre carte donc les endroits où nous avons collecté les échantillons. Il faut impérativement avoir, donc si vous voulez figer ça dans le temps avec le GPS, donc pour les coordonnées géographiques, l'échantillon sur le sol et la photo bien évidemment, tout cela pour la déclaration qu'on verra tout à l'heure. Donc ça, alors l'image de droite, bon, elle est faite en France, en fait, c'est un recoupement des témoignages. Hein. Donc vous avez plusieurs personnes, donc vous avez ce petit carré bleu qui représente l'endroit supposé de la chute, mais qui a été observé un peu partout en France. Et c'est ce que vous allez voir avec le professeur Hasna Chinaoui quand elle va vous raconter Hikayet Naizek. Et donc vous allez voir que ça a été observé dans plusieurs endroits du royaume.
Alors, une fois qu'on a retrouvé l'échantillon, on trace ce qu'on appelle une ellipse de chute. Donc, une ellipse de chute, en fait, c'est ça, c'est cette ellipse-là. Cette ellipse, c'est quoi? C'est donc l'endroit où on a retrouvé les nombreux échantillons. Alors, moi, je vais vous poser une question assez rapide. Alors, à votre avis, quels sont les échantillons ou les morceaux qui vont tomber les premiers? Est-ce que c'est les petits morceaux ou est-ce que c'est les grands morceaux? Alors, la question est simple. Une fois que vous avez la rentrée de l'atmosphère de la météorite, et ça va être ralenti par l'air, tout simplement. Et donc, l'air va plus facilement stopper les petits morceaux qui vont tomber en premier et les plus gros morceaux vont tomber plus loin. Donc, si on veut schématiser un peu, ça fait un peu quelque chose comme ça. Et là, vous avez un peu quelque chose donc comme ça. Et donc, à ce moment-là, je peux tracer mon ellipse de chute. Alors, une fois que j'aurai tracé mon ellipse de chute avec les petits et les gros, je peux aussi, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, je peux aussi déterminer avec précision ma trajectoire. Et donc, voilà. Donc, je peux dire que le météore ou la météorite donc, est tombé avec exactitude, avec une direction bien déterminée. Alors, une fois que j'ai mon échantillon, je le prends entre les mains, je commence à faire déjà une première étude macroscopique. Donc, c'est ce que vous allez voir et pouvoir toucher pendant l'atelier. Donc, vous allez en premier lieu voir cette espèce de croûte de fusion, cette espèce de croûte noire qui enveloppe la météorite. Ce n'est que quoi? Ce n'est que la friction avec l'atmosphère, chose qui va un peu donc brûler juste l'enveloppe externe de la météorite, non pas l'intérieur. Vous avez ces espaces de traces de pouces. Donc, au moment de la rentrée, vous avez aussi de l'arrachement de la matière qui va nous former ces traces de pouces qu'on appelle les régmalyptes. Vous avez donc les lignes de fuite. Les lignes de fuite, c'est un peu ces gouttelettes-là qui peuvent aussi nous donner l'orientation de la météorite. C'est un peu comme quand vous voyagez et que vous mettez donc de l'eau dans les essuie-glaces. Vous avez donc l'eau qui va donc circuler suivant une direction. Donc, ça peut aussi nous permettre donc de donner l'orientation de la rentrée de la météorite dans l'atmosphère. Vous avez la présence de condres, la réaction à l'aimant, mais pas tout le temps. Donc, vous allez voir aussi ça tout à l'heure. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer par faire une petite reconnaissance minéralogique. Mais tout cela n'est pas suffisant pour pouvoir déclarer une météorite ou la classifier. Ce qu'il faut faire, c'est des études un peu plus poussées. Donc là, c'est juste un poster pour un peu... donc vous avez de la croûte de fusion, les lignes de fuite, etc. Alors, je disais qu'une fois que vous avez votre échantillon, il est important de faire un certain nombre d'analyse pétrographique géochimique pour pouvoir déterminer avec exactitude la composition chimique des minéraux. Donc généralement, nous pouvons faire des petites lames minces, des sections polies. Nous utilisons généralement le microscope électronique à balayage et la microsonde pour pouvoir calculer les formules structurales, pour voir la composition chimique et minéralogique et pétrographique de notre échantillon. Et en dernier recours, nous travaillons donc sur la composition isotopique de l'oxygène qui peut nous donner à valeur sûre le type, la classification exacte de notre météorite, mais nous pouvons aussi faire davantage d'analyses, mais cela suffit pour pouvoir déjà classifier notre météorite. Une fois classifiée, notre météorite devra être déclarée. Déclarée à qui? À la Meteoritical Society. La Meteoritical Society, c'est qui? C'est le seul organisme habilité à déclarer les météorites dans le monde entier. Donc, cette Meteoritical Society, c'est un organisme scientifique à but non lucratif pour promouvoir l'étude des matériaux extraterrestres, y compris les météorites qui proviennent des missions spatiales. Et après, vous avez aussi le Meteoritical Bulletin, c'est là où contient la liste de toutes les météorites classifiées, acceptées par le comité de nomenclature de la Meteoritical Society. Alors, tout cela pourquoi? Tout simplement parce que nous ne pouvons pas travailler, nous ne pouvons pas faire de travaux de recherche sur une météorite qui n'a pas été classifiée ou déclarée dans cet organisme. C'est un peu comme vous avez une voiture qui n'a pas été immatriculée par le service des mines. C'est exactement la même chose. Mais après, nous avons
un autre petit souci, c'est cette appellation du Nord-Ouest africain. Il faut savoir que si la déclaration, la classification déjà n'a pas été réalisée correctement, le travail sur le terrain n'a pas été réalisé correctement, c'est-à-dire cette photo que je vous ai dit avec GPS échantillon, toutes les météorites qui n'ont pas été donc étudiées correctement et seront soumises au comité de nomenclature de la Meteorological Society, si elles sont acceptées, elles seront elles auront un nom qui s'appelle le NWA, qui veut dire Nord-Ouest Africa. Donc c'est dans un grand sac, c'est comme né sous X, qui proviendrait donc de tout le nord-ouest africain. Et c'est dommage, puisque nous avons une déperdition de notre matériel, on va dire déjà géologique et extraterrestre, et c'est dommage. Donc le but déjà, c'est d'avoir ici, à la place du nom, d'avoir un nom de lieu comme la météorite de Tam Dart. Pourquoi la météorite de Tam Dart a eu un nom de lieu? Parce qu'elle a été classifiée et déclarée correctement. Alors, pour faire la déclaration, donc on est amené à remplir un petit tableau où vous avez la date, le lieu, la masse collectée, donc la classification. Vous avez un certain nombre aussi de renseignements par rapport à la minéralogie, qui l'a déclaré, etc. Et vous le soumettez. Une fois que vous le soumettez, donc il est approuvé si tout va bien. Alors là, je voudrais donc vous donner l'exemple de la météorite de Tam Dart. Donc, c'est une déclaration qui a été réalisée dans les normes par le professeur Hasna Chnaoui Aoudjan. Alors, cette météorite, c'est une météorite qui a été donc observée le 20 décembre 2008 à 22h37. Elle a été approuvée, ça veut dire qu'elle a été... Donc, la déclaration a été envoyée. Et donc, elle n'a été approuvée que le 26 février 2009. C'est une chondrite ordinaire de type H. H veut dire high teneur en métal. Elle a été observée dans différents endroits. Donc, elle a été observée à Agadir, à Marrakech, à Ouarzazate. Sa direction, donc, elle est du ouest vers l'est. Et on a aussi donc estimé une ellipse de chute de près de 25 km avec, je crois, 2 km de largeur. Le plus gros morceau retrouvé, si je ne dis pas de bêtises, est de 30 kg. Et donc, cette météorite, elle a bénéficié d'un nom de lieu et d'une déclaration donc comme il le fallait. Donc ici vous avez une petite image pour voir un peu donc la minéralogie. Donc c'est une image même avec différents niveaux de gris. Alors tout ce qui est gris foncé ici c'est les pyroxènes, tout ce qui est un peu gris clair c'est les olivines. Vous avez du métal, donc on peut déjà apercevoir hein, des condres barrés. Je crois que vous allez voir davantage cela pendant les ateliers. Et donc pour conclure, donc le protocole de classification des météorites, c'est un protocole qui est universel, hein, pas uniquement au Maroc. Il y a aussi un code déontologique à respecter. Pourquoi? Eh ben, pour la préservation du patrimoine météoritique de notre pays. Et il est important aussi de multiplier les travaux de recherche ainsi que la collaboration avec les laboratoires et les experts internationaux parce que tout cela nous fait grandir et voilà, ça nous fait aussi apporter beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus aussi de notoriété, on va dire, en la matière. Et donc sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je crois que j'ai un peu débordé sur mon temps de présentation. Mais pour finir, permettez-moi s'il vous plaît de vous présenter un peu donc mon cursus. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes des lycéens, que demain vous êtes amenés à faire vos orientations. Peut-être qu'il y en a certains parmi vous qui se disent comment on fait pour travailler sur les météorites, etc. Alors je voudrais vous rassurer pour vous dire que c'est possible et fortement possible, puisque personnellement je viens comme vous, hein, donc j'ai fait mon baccalauréat série sciences expérimentales à l'époque à Casablanca au lycée Ouleda, donc de l'école publique comme vous. Par la suite, donc j'ai effectué une licence fondamentale qu'on appelait à l'époque STU, sciences de la vie ou de la terre, ou si vous voulez géologie.
où j'ai eu le privilège de travailler lors de mon projet de fin d'études sur l'étude de la classification de deux météorites marocaines avec le professeur Hassan Chenaoui. Par la suite, je voulais un peu toucher aux minéraux, aux métaux, chose qu'il n'y avait pas à Casablanca. Donc, j'ai dû faire un master à la FST de Marrakech en exploration et valorisation des ressources minérales. Un peu, si vous voulez, c'est un master mine. Et par la suite, une fois que j'ai obtenu mon master, voilà, il fallait absolument que je retrouve donc mon professeur, mon laboratoire. Et donc, j'ai retravaillé avec professeur Chenaoui sur donc mon sujet de thèse, qui était la classification, la méthodologie d'étude des météorites du Maroc et l'étude géochimique et pétrographique d'une achondrite non groupée qui, elle, par contre, a une appellation voilà, sous X, elle a LWA 5363. Donc voilà, sur ce, je vous remercie. Je suis désolée d'avoir débordé sur le temps de parole. Et merci et bon courage à tous.